Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais à la veille de la célébration des 37 ans du renouveau du chef de l'État. L'extrême nord, la fille aînée du renouveau, a-t-elle hérité de la prospérité promise durant 37 ans d'exercice du pouvoir du président de la République? Vous suivrez dans ce journal des cadres militants du RDPC qui égrènent un chapelet de problèmes qui minent le septentrion sous le regard indifférent des élites RDPC tenants du pouvoir. Ce bilan mitigé du renouveau illustre aux yeux d'un célèbre économiste, Christian Pendaekoka, l'incapacité des pouvoirs publics à impulser une réelle dynamique de croissance. Malgré l'interdiction de sa conférence de presse à la fondation Mouna à Yaoundé, cet économiste, ancien conseiller du chef de l'État, a tenu à dénoncer le marasme économique qui impacte le quotidien des Camerounais. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette bavure militaire en plein cœur d'un campus d'un lycée situé dans le 4e arrondissement de Douala. Des enseignants et censeurs ont été traumatisés à la suite des violences physiques et agressions subies ce mardi sur le campus du lycée bilingue de Bonasama, c'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Selon des témoins, leur bourreau est un homme en tenue et parent d'élèves. Il a roué de coups de poing certains responsables administratifs et des enseignants après que sa fille retardataire a été sommée de courir pour se rendre dans sa salle de classe. Une mission punitive qui a dégénéré et mobilisé les populations du côté de Bonabéry. Le récit des faits avec Robert Mokoubé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bastonnade de 2 enseignants à l'école. Ce n'est pas le titre d'un film, mais une scène réelle qui s'est produite au lycée bilingue de Bonasama, dans l'arrondissement de Douala 4e. Les acteurs sont un parent d'élèves, présenté comme un homme en tenue, et 2 censeurs. Simolang Kemgi, l'un des censeurs agressés, raconte les faits. Ce matin vers 8h, nous étions au portail. Un parent est venu à bord d'une voiture avec sa fille de la classe terminale A4 allemand. Il a garé. L'enfant est sorti du véhicule et ma collègue censeur, Madame Bok, et moi avons demandé à l'enfant de faire la manœuvre habituelle que nous donnons aux retardataires, c'est-à-dire rentrer à 50 mètres et courir pour intégrer l'établissement. L'enfant n'a pas rechigné, l'enfant l'a fait aussitôt. Mais juste après la manœuvre de l'enfant, le parent est venu vers nous d'un ton agressif, nous demandant pourquoi nous avons demandé à son enfant de courir. Nous avons dit c'est comme ça que les retardataires se comportent ici. Selon le censeur, le parent d'élève ne s'est pas contenté de cette réponse. L'enfant est en retard parce qu'il venait payer les frais de scolarité. Nous lui avons demandé pourquoi venir avec l'enfant payer les frais de scolarité alors que l'enfant est supposé être là avant 7h30. L'enfant pouvait venir avant vous et vous venez quand vous êtes libre de payer les frais de scolarité. Il nous dit, vous ne savez pas d'où je viens, je sors du sud-ouest où je suis militaire. Nous disons oui, il valait même mieux rester au lieu de service et envoyer l'argent, soit payé par téléphone, comme beaucoup le font. Il nous a dit, vous êtes idiots, vous les enseignants. Vous ne voulez même pas comprendre les problèmes des gens, les problèmes des familles des gens. Je lui dis, mais cet enfant, même je pense que l'enfant n'habite même pas loin, puisque sa maison est juste à côté du mur, derrière le mur du lycée. Et il vient, il fonce sur moi, il me cravate. À peine je cherche à me dégager, Madame Bok, ma collègue qui était en face, je demande, mon frère, pourquoi vous venez faire la violence au lycée? Il a frappé de sa main Madame Bok très violemment. Si bien qu'elle a failli perdre connaissance. Alertés, les riverains ont pu maîtriser le parent d'élève qui ne s'est pas fait prier pour prendre la clé des champs avant l'arrivée des autorités. Alors que Madame Bok, l'autre censeur violenté, est conduite à l'hôpital. Entre-temps, nous avons appelé le sous-préfet qui est descendu sur les lieux, le commissaire spécial, le procureur de la République même était là, et le commandant de la compagnie où il travaille effectivement, parce qu'après son départ, sa voiture étant immobilisée dans la cour du lycée et encadrée par les voitures des collègues du lycée qui ont estimé qu'on peut laisser partir comme ça sans informer les autorités qui nous gouvernent. Quand il est parti, le sous-préfet est venu en classe, nous avons demandé à l'enfant de dire qu'il est pour elle. L'enfant a dit que c'était son père et qu'il est gendarme, maréchal de logis en service à la compagnie de Bonambapé. Selon Hervé Siewe, le président de l'association des parents d'élèves du lycée bilingue de Bonasama, c'est la deuxième fois, en l'espace de quelques semaines, que des parents se comportent ainsi
envers les enseignants. Il y a pratiquement un mois, c'était sur un autre censeur, c'est-à-dire qu'un douanier qui est arrivé, qui est allé jusque dans le bureau de madame le censeur pour lui dire non, on n'était pas sur son enfant. Pourtant, ce n'était même pas le cas. Parce que nous aussi, en réunion, j'ai insisté pour que les enseignants ne fassent pas recours au fouet. Alors qu'ils sont de plus en plus victimes de la violence en milieu scolaire, les enseignants interpellent plus que jamais les autorités compétentes à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer leur sécurité et sanctionner leurs agresseurs. Rien ne va plus au centre africain de recherche sur la banane et plantain, le Carbap situé à Penja, à Njombe, dans le département du Mungo. Là-bas, certains ouvriers ont encore entamé un énième mouvement de grève. Ils revendiquent plus de 28 mois d'arriérés de salaire et comptent poursuivre ce mouvement de grève si leurs conditions salariales ne sont pas résolues, leurs droits ne sont pas payés jusqu'ici. Le point avec Jacquino Molon et Xavier Foucault. Un mouvement de grève de plus au Centre africain de recherche sur bananier et plantain de Njombe Penja dans le département du Mungo, c'est dans la région du littoral. Déjà 28 mois que ces employés sont sans salaire. Depuis le départ de l'Union européenne en octobre 2016, nous avons commencé à avoir des problèmes de salaire. Nous sommes à 28 mois de salaire déjà, d'arrêt, et nos enfants sont pas à l'école. Depuis 2 ans, nous souffrons. Nous vendons du noir. Parfaite illustration de leur misère, les enfants sont chassés pour non-paiement des frais de scolarité. C'est l'enfant de Carbap. Son papa est salarié. Regardez comment. Le papa est salarié. Nous on prépare qui là pour demain. Mes enfants sont dehors, on les chasse. Voici l'autre qu'on a chassé de ce type, de Njombe. Donc il faut qu'on me donne mon argent, je paye mes enfants à l'école. Et que tous nos collègues, les autres enfants sont au quartier, ils chôment. Parce que si on les amène tout ceci, ça devient grave. Ces employés du Carbap, qui sont à leur énième mouvement de grève, disent avoir usé de toutes les voies de recours pour se faire entendre, sans succès. Ce mouvement a commencé depuis mars 2018. On a écrit à la primature, on a écrit dans tous les ministères, même au niveau de la présidence de la République. Ils n'ont jamais agi. On a discuté il y a de cela peut-être un mois à Douala avec le directeur Wanoué. Il nous a fait savoir que le problème était au niveau du Premier ministre. 2 jours, il devait le rencontrer. Après, on a dit que le ministre des Finances, il était pris par le dialogue national. Tout ça s'est passé et rien n'est fait. Ces mouvements de grève à répétition, qui paralysent les activités dans ce centre, laissent penser au dire de ces employés à une mauvaise volonté gouvernementale. 145 variétés de plantain, au moins 350 variétés d'autres bananes à cuire, et sans compter les hybrides que nous avons créés particulièrement. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas comment le gouvernement camerounais peut laisser vraiment un outil de recherche comme ça mourir. Donc probablement il doit avoir vraiment une mauvaise volonté politique par rapport à ce qui se passe là. Ils sont donc décidés à poursuivre avec le mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Aucun labo de travail. J'ai dit à côté de maintenant. Après là on continue, on achète les clients, on met partout. C'est ça mettre les clés. Et chaque matin on doit être. Chaque matin, depuis chaque matin on doit être ici. Comment? Quand ce dossier que depuis le 21 août, c'est sur le Premier ministre. En bref, à présent, un autre mouvement d'humeur a été observé à l'entrée de l'hôpital d'Efoulan du côté de Yaoundé. Là-bas, le personnel médico-sanitaire a tenu à contester des violations et agressions contre l'un des médecins de cet hôpital. Et ils avaient des pancartes à main ce matin pour dire qu'ils ont une famille, qu'ils ont aussi des enfants et qu'ils souhaitent davantage être protégés. Ils ont dit non à la violence contre le personnel soignant à l'hôpital d'Efoulan. Et selon le responsable de la communication du ministère de la Santé, après des échanges avec le directeur de l'hôpital, la situation est rentrée dans l'ordre en début d'après-midi. Et les auteurs de l'agression du médecin sont aux arrêts et ont été déférés selon le ministère de la Santé publique. Je vous le disais en titre, une question taraude l'esprit des Camerounais à la veille de la célébration des 37 ans du renouveau. L'extrême nord, fille aînée du renouveau, a-t-elle hérité de la prospérité promise durant les 37 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État, président national du RDPC? Des cadres et militants de son parti sont sortis de leur réserve lors d'une réunion politique à l'extrême nord du Cameroun pour égrener un chapelet de problèmes qui minent le septentrion. Ils ont interpellé les élites RDPC, tenants du pouvoir, qui restent indifférentes face aux multiples problèmes que rencontre le septentrion, à savoir la pauvreté et le sous-développement infrastructurel. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Gladys Sidier dans ce reportage.
C'était censé être une réunion de mise en place des stratégies du RDPC en vue des prochaines élections municipales et législatives. Seulement, certains députés en ont profité pour dresser le bilan du parti au pouvoir dans la région de l'extrême nord. Pour plusieurs, le bilan du renouveau est négatif. De l'éducation à la santé ou encore le développement social, ils réclament plus pour leur région, pour leur population. Il faut qu'on soit réaliste, les gens de l'extrême nord. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des élèves à l'extrême nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base, de Mme Amman, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayola. Tout ce monde-là est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nos enfants sont assis à notre. Lorsque nous avons passé 3 mois dans la roue et qu'on leur présente encore un discours ambigu, ils ne nous croiront pas. Parce qu'ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, la roue n'a jamais été praticable. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Les élus RDPC de l'extrême nord avouent leur échec au regard des multiples promesses faites à leur électorat qui n'ont eu d'effet que le temps de leur annonce. Plusieurs estiment qu'il est enfin temps de penser aux populations et de faire la politique de la vérité. Que nous devons faire la politique de la vérité, non pas la politique du mensonge. Parce que nos populations sont averties. Nos populations savent ce qui se passe. Donc il vaut mieux faire une campagne de vérité. Ceci dit, Monsieur le Président, l'extrême nord, région de Boko Haram, 3 départements ont été détruits. Vous les connaissez, ces départements. Région de l'extrême nord, région de la pauvreté, on l'a dit. Région de l'extrême nord, région du choléra, région du paludisme, région des inondations, région de la famine. En guise de réponse, Kavayegue Djibril évoque une démotivation de plusieurs militants du RDPC dans la région de l'extrême nord. Il les invite à prendre leur mal en patience, étant donné que le pays connaît une instabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir. Oui, on verra aux prochaines élections. Mais mes chers enfants, attendez que la situation du pays soit un peu plus calme. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavayegue Djibril, demander aux militants RDPC à l'extrême nord d'attendre la concrétisation des promesses faites par le chef de l'État. Dans les rangs du RDPC, l'on s'active à célébrer les 37 ans du renouveau du président de la République du Cameroun. C'était le 6 novembre 1982 que le chef de l'État accédait à la magistrature suprême après la démission du premier président Amadou Ahidjo. Dans la série consacrée à la cartographie des zones à risque, Equinox Télévision met en lumière ce soir le cas du rocher massif situé au-dessus de plusieurs habitations à Yaoundé 6. Des fissures se dessinent chaque jour et suscitent quelques inquiétudes, mais les populations installées dans cette zone minimisent le danger et disent qu'elles dorment en toute quiétude, malgré le constat fait par nos reporters, à savoir Joël Esseng et Marcelin Gansop, qui ont mené une enquête à Yaoundé 6 avec ce rocher massif dont les fissures inquiètent plus d'un du côté de Yaoundé. À partir des quartiers Mendon et Etouguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, plusieurs routes mènent à Akondoué, mais aucune n'est dans un bon état. Aussi, allons-nous emprunter celle qui nous semble la moins risquée en cette saison des pluies. À peine avons-nous franchi le quartier Etouguébé 2 en direction du lieu dit Johannesburg que nous apercevons au loin le rocher massif qui anime tant de débats dans la capitale. Mais pour arriver au pied de ce rocher, ce n'est pas une balade de santé. Au contraire, il faut se préparer à faire du sport. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver
peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident, tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous nous lançons donc à l'assaut du rocher d'Akondoué. Et au bout d'une trentaine de minutes, nous voici au pied de cette grosse pierre. Premier constat, des maisons d'habitation ont poussé de part et d'autre, comme des champignons, et hébergent des centaines de familles. L'on parle d'au moins 180 maisons recensées. C'était le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein. Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens, il y avait un habitant ici, là, c'est ici. Il y avait les autres là-bas derrière. Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le truc là. J'ai demandé au père, le père c'est comment? Alors que non, quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi-même, j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans. La pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère si c'est le village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. Nous croisons le chemin de la maman, présentée comme la doyenne du quartier. Christine Otélé, c'est son nom. Voici plus de 75 ans qu'elle a poussé son premier cri. Elle connaît trop bien l'histoire du rocher d'Akondoué et refuse de céder à la panique. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut pas, c'est naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Il n'y a aucun problème là-bas en haut. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pièges là-bas. Comme c'était encore la brousse. Quand il part, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les époires et puis quoi. Nous apprenons que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce rocher, à partir duquel l'on a une vue globale sur l'arrondissement de Yaoundé 6 et même au-delà. Malgré la grande fissure dont la seule vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour les habitants du quartier, ce rocher massif est plutôt une opportunité pour l'industrie touristique. Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains en évoquant la menace d'une catastrophe naturelle. Ça c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça là. Ça c'est tout un village de gens. Ben si, les gens qui ont déjà fait plus de 100 ans ici, ils n'ont pas eu le problème. Moi qui suis venu hier, il y a quoi qui va aller chez moi? Moi je vais pas là-bas presque chaque jour avec des enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a seulement la fente là. Je suis seulement allé visiter comme ça là. Ouais. Vous voici vraiment que la fente là, si un jour ça ne peut pas tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est bon, c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane dans l'air, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai 2018 en compagnie de ses services compétents de la direction de la protection civile. Un rapport circonstancié a été dressé et remis à qui de droit. Pour l'heure, aucun déguerpissement n'est à l'ordre du jour. Le ministre a dit qu'il ne fait pas que les gens soient très proches, mais il fait sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limoger les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que ce rocher, dont la fracture ouverte est visible par tous, représente un danger pour les riverains qui poursuivent sereinement leur construction ainsi que diverses activités agro-pastorales. L'on évoque les difficultés financières pour justifier l'occupation des lieux, le prix du mètre carré étant accessible dans ces zones réputées dangereuses. En espérant que Dieu continuera de veiller afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas
Le rocher là ne peut jamais tomber. Moi, je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, Joël Sengue et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision. Une semaine après la catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam, le gouvernement apporte un soutien matériel aux populations sinistrées. Le ministre de l'administration territoriale était à Bafoussam pour procéder à la cérémonie de distribution de ces biens matériels et autres consommables pour ces nombreuses familles. Compte rendu avec Emmanuel Job et Gizogo. 154 familles éprouvées et rescapées de la catastrophe de Ngouaché, objet de réconfort et de l'assistance après le sinistre dont elles ont été victimes. C'est la place des fêtes de Bafoussam pour la circonstance, loin d'être joyeuse, qui a abrité la cérémonie de distribution de l'aide qui leur est attribuée. Pour se déplacer, il vous faut des matelas, il vous faut des couvertures, il vous faut un kit sanitaire, donc les savons, les détergents, il vous faut l'aide alimentaire et des médicaments. Chaque famille recevra ici 2 matelas, 3 couvertures, 4 seaux de toilette, 10 bouteilles d'huile ou 10 litres d'huile, 5 kg de sucre, 25 kg de riz, 20 morceaux de savon, 20 boîtes de maquerelles et par-dessus tout cela, des réservoirs d'eau. Alors que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam salue l'élan de solidarité envers les victimes et sa ville, le ministre de l'administration territoriale précise le devoir du gouvernement qui consiste à porter secours promptement aux citoyens en détresse. Je peux me réjouir modestement, n'est-ce pas, de jouer ce rôle, de par les fonctions que j'occupe, n'est-ce pas, d'être le messager de la paix du chef de l'État auprès des populations sinistrées, d'être le porteur de ces dons du coup présidentiel aux sinistrés. Ce geste de réconfort est accueilli favorablement par les victimes, même si quelques inquiétudes se font encore signaler. Vraiment, nous, on n'a pas encore là où aller rester, on dort toujours dehors. Nous sommes tentés de dormir que dehors, avant de pleurer tous ces enfants-là. Je suis fier pour cette aide de mer. Il y a un gros problème. Là où on va dormir. Parce qu'on part comme ça là, on ne sait pas là où on va dormir. Parce que hier, le maire nous a demandé de partir. Il nous a donné les arrache-crous avec le marteau. On arrache l'eau, nous en 2 jours-ci. Et tout à l'heure, on dit la réunion. On aura le temps pour aller casser tout ça. Donc c'est ça qui est le gros problème à l'heure ici là. Sur ce point, le génie militaire indique être mobilisé pour le recasement des sinistrés dans des brefs délais. La surface totale, c'est de 17 hectares. Il y aura 7,8 hectares qui seront pris pour les recasements proprement. Mais nous pensons que si le beau temps continue, d'ici la fin de la semaine, on aura complètement fini avec les voies intérieures du site de recasement. Dans la foulée, c'est la cérémonie de levée des corps des victimes de la catastrophe de Ngouaché qui doit intervenir dans quelques jours. Communauté des bienfaiteurs. Dans le reste de l'actualité, un ancien conseiller du chef de l'État évalue la santé économique du Cameroun. Son diagnostic établit un marasme économique au terme de 25 années d'ajustement structurel. Christian Pendaïkoka, président du mouvement Agir, déplore l'incapacité des pouvoirs publics à impulser une dynamique de croissance inclusive au Cameroun. Malgré l'interdiction de sa conférence initialement prévue à la fondation Mouna, cet économiste de renommée internationale s'est exprimé sur la situation socio-économique peu reluisante du Cameroun chez lui lors d'une conférence qui s'est tenue du côté de Yaoundé. Nous y reviendrons. Évoquons à présent cette prière pour la paix du nonce apostolique à l'occasion de la fête de la Toussaint. Le nonce apostolique qui a prié pour la paix et l'amour entre les filles et les fils du Cameroun. Monseigneur Julio Murat était en visite au sanctuaire Marie-Reine des Apôtres de Volier à la faveur de la fête de Toussaint. Un grand moment de prière et d'hommage à l'endroit de ceux qui ont marqué la vie de l'Église. À ce propos, je vous invite à suivre Monseigneur Julio Murat
qui est nonce apostolique, et Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous avons prié les saints afin qu'ils prient pour nous aussi, le Seigneur, pour nos besoins, les besoins de nos familles, de ceux des personnes seules, des personnes qui souffrent dans le monde et spécialement dans notre pays. Ce que nous devons faire, le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit cette fête de la Toussaint? De savoir les imiter, prendre l'exemple malgré les difficultés de la vie. Ils n'ont pas cédé, ils ont voulu imiter le Seigneur et rentrer dans sa gloire. Voilà ce que nous enseigne aujourd'hui. Aimer Dieu et son prochain, sans distinction. Le signe du ciel, ce sont les saints du ciel qui nous accueillent et le soleil est de la fête aujourd'hui. Ce matin, j'ai regardé la météo, on annonçait 80% de menaces d'orage. Vous voyez vous-même comment l'orage sévit sous le soleil. Ce qui veut donc dire que je crois qu'aujourd'hui c'est un jour infiniment béni. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.